il y a des environnements qui favorisent le développement d'un trouble de l'alimentation. Autant qu'on a une compréhension qui est un peu informée biologiquement, génétiquement ou même épigénétiquement, il y a une chose à tenir compte. On ne peut pas développer un trouble alimentaire sans faire trop de restrictions caloriques. Alors les environnements qui favorisent la poursuite de la minceur excessive, qui survalorisent la minceur comme une atteinte, valeur socio-culturelle, sont sûrement nécessaires comme facteurs provocateurs. On sait aussi que les troubles de l'alimentation, malheureusement, ont un lien à un certain niveau avec les stress, dans l'extrême, l'exposition à des expériences adverses. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui développe un trouble alimentaire a vécu de l'abus ou un problème de ce sort, mais à vivre des événements traumatisants ou extrêmement stressants va avoir un impact épigénétique direct. Ça va ancrer des marqueurs de dommages sur l'ADN qui peuvent avoir des influences à travers le cycle de vie de la personne atteinte. Et nos recherches démontrent exactement ça, que les gens qui ont vécu des expériences extrêmement stressantes, traumatisantes, des abus pendant l'enfance, des choses de ce sort, ont des changements épigénétiques identifiables. Il ne faut jamais penser des gènes comme les choses déterminantes. Il faut plutôt penser à une gène comme un interrupteur qui contrôle une lumière. Ça peut être allumé et ça peut être éteint. Les processus épigénétiques expliquent les facteurs physiques qui nous aident à comprendre comment l'environnement peut allumer ou éteindre une gène particulière. Il y a des effets mesurables sur l'ADN qui nous aident à établir si une gène a l'opportunité de s'exprimer ou pas. La prévention des troubles de l'alimentation demeure un peu théorique à ce moment. On a besoin d'élaborer mieux nos compréhensions des causes pour pouvoir savoir comment intervenir pour prévenir. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'on ne peut pas développer un trouble alimentaire sans faire un régime trop excessif, sans faire trop de restrictions caloriques. Alors, les environnements qui induisent les gens à poursuivre la minceur excessivement, c'est sûrement une place où on veut intervenir pour faire la prévention. Et les modèles épigénétiques nous laissent comprendre comment ça peut être que trop de restrictions caloriques peut tranquillement altérer le fonctionnement d'un individu. Comme on voit chez quelqu'un atteint de troubles alimentaires, que tranquillement, elle développe des symptômes comme l'anxiété, plus de problèmes d'humeur, plus d'obsessionnalité, et tranquillement, elle devient de plus en plus préoccupée avec des choses comme son alimentation. C'est étonnant comment, en dépit du fait que c'est évident qu'il y a des pressions socio-culturelles différentes chez les hommes et les femmes, qui pourraient expliquer pourquoi c'est les femmes et les filles qui développent plus fréquemment les troubles de l'alimentation, autant que chez les hommes et les garçons, on voit les troubles identiques, anorexie, boulimie, comme on voit chez n'importe qui. Mais il y a plusieurs facteurs aussi biologiques qui expliquent pourquoi les hommes et les garçons sont un peu protégés contre le risque du trouble de l'alimentation. Une, c'est l'estrogène lui-même. Il y a plusieurs évidences pour suggérer que le plus on a une exposition à l'estrogène, intra-utérinement et plus tard dans la vie, le plus on est sujet à des problèmes d'ajustement en général, mais aussi particulièrement au développement des troubles de l'alimentation. On sait par exemple que chez les jumeaux, si un jumeau garçon a une co-jumeau fille, qui veut dire qu'il a eu plus d'exposition à l'estrogène intra-utérinement, cet garçon-là a un risque plus élevé que d'autres garçons au risque du développement du trouble de l'alimentation.